Bonsoir et bienvenue dans les débats de la présidentielle, un débat de fond autour d'un grand thème de société. Et ce soir, doit-on sortir du nucléaire? Comment? À quel coût? À quel rythme? Combien d'emplois seraient éventuellement menacés? Et surtout, quelle énergie pour remplacer le nucléaire? Tout cela alors que nous sommes menacés par le réchauffement climatique. La conférence de Durban est en train de s'achever avec beaucoup de difficultés pour trouver un accord entre les pays participants. Voilà, beaucoup de questions, comme vous pouvez le constater, et deux invités pour y répondre. Bonsoir Dominique Voynet. Bonsoir. Vous êtes ancienne ministre de l'Environnement, élue Europe Écologie Les Verts, maire de Montreuil. Face à vous, Chantal Joanneau, bonsoir, Bonsoir. également. Sénatrice UMP de Paris, vous avez été secrétaire d'État en charge de l'écologie. Pour vous interroger, à mes côtés, Luc Bronner du Monde et Gilles Leclerc de Public Sénat. Bonsoir tous les deux. Bonsoir. Bonsoir. Alors, au cœur de notre débat, la question nucléaire, à la suite d'un accord obtenu difficilement, on y reviendra, entre les socialistes et les écologistes. Le texte prévoit la fermeture progressive de 24 des 58 réacteurs français. Le président de la République a réagi très vivement en parlant d'une folie anti-nucléaire de la gauche. Folie, Chantal Joanneau, tout simplement, est-ce que vous reprenez ce terme ? Moi, je suis toujours très mesurée. Je pense que Europe Écologie, les Verts, ils sont tout à fait dans leur rôle, dans leur logique. Vous avez toujours défendu la sortie du nucléaire, donc c'est la continuité d'un engagement. C'est pour le Parti socialiste que c'est une rupture profonde par rapport à une position qui était plutôt une forme de consensus sur le nucléaire. Maintenant, le problème de fond que ça pose, c'est que si on réfléchit en termes d'engagement écologique, notre premier engagement aujourd'hui, c'est la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Et honnêtement, si on sort du nucléaire aujourd'hui en France, dans un délai qui est très rapide, en plus dans l'accord, on ne saura pas faire sans le développement des énergies fossiles, parce que même en mettant le curseur au maximum sur les énergies renouvelables, on n'y arrivera pas. Et je ne parle pas des enjeux économiques. Je le dis avec beaucoup de mesures, parce que je l'ai toujours avoué, j'aime pas le nucléaire. J'aime pas le nucléaire, c'est une énergie évidemment qui a des conséquences létales potentielles majeures. Vous dites j'aime pas le nucléaire et pourtant vous ne défendez pas l'idée d'une sortie du nucléaire. C'est difficile à comprendre. Pas à court terme, mais parce que alors, à quel terme ? dans la logique de notre monde écologique, 2025 c'est du très court terme. Pas à court terme parce qu'aujourd'hui nos énergies renouvelables, en tout cas pour le solaire qui est une énergie extraordinaire ou l'éolien ne sont pas matures, en tout cas surtout pour le solaire. Pour qu'on comprenne bien, et puis on va donner la parole à Dominique Voynet, à quel terme il faudrait sortir selon vous du nucléaire ? Si demain on a un potentiel et de production d'installation et surtout un potentiel de maturité technologique qui fasse que ces énergies ne sont pas trop chères, parce qu'aujourd'hui elles sont effectivement chères, pourquoi pas? Je veux dire, il faudrait être dingue pour dire à terme on restera toujours tout nucléaire. Non, on n'en sait rien. Je veux dire, on n'a jamais écrit l'avenir et tous ceux qui ont prédit l'avenir se sont tous trompés. Donc, Alors, Dominique Voynet, dans cet accord, on peut lire que c'est la sortie, c'est la fin prévue de 24 réacteurs d'ici, si je ne me trompe pas, 2025. C'est dans 14 ans. C'est quand même très court comme délai. Est-ce que c'est pas trop court? Alors, tout d'abord, je voudrais saluer la sagesse de Chantal Joanneau qui ne reste pas sur une posture idéologique et qui en vient d'emblée à des questions qui sont très pragmatiques, très techniques aussi, et il faut bien les expliquer. Je constate pour ma part que notre pays, qui est le pays qui a le plus recours à l'énergie nucléaire dans toute l'Union européenne et parmi les pays du monde et qui est l'un de ceux qui a le plus parié sur cette énergie, n'a pas malheureusement pu réduire ses émissions de carbone d'une façon proportionnelle et doit malheureusement acheter pratiquement autant de pétrole que son voisin allemand qui lui a choisi de réduire la part du nucléaire depuis longtemps. Et donc le lien qui est fait parfois et de façon un peu abusive à mon avis entre les émissions de carbone et le recours à l'énergie nucléaire doit être réinterrogé. Deuxième chose, les Japonais qui, parmi les pays développés, figurent parmi ceux qui avaient le plus choisi de recourir au nucléaire, avec 54 tranches nucléaires quand nous en avons 58, sont en train de montrer qu'on peut sortir, et ils le subissent, du nucléaire d'une façon extrêmement rapide, sans pour autant demander à leurs citoyens d'aller laver le linge au ruisseau ou au lavoir, ou de retourner à la bougie. Et pour rester en France, les 24 réacteurs nucléaires qu'on arrête, donc d'ici 2025,
On les remplace par quoi, tout simplement? C'est la question vraiment que se pose tout le monde, quoi. Alors, évidemment, on va arrêter 24 tranches nucléaires. C'est beaucoup. C'est un gros tiers, presque 40% effectivement de l'équipement de la France. Comment est-ce qu'on va faire? D'abord, effectivement, même si les écologistes regrettent que François Hollande n'ait pas prononcé les mots « je vais m'engager pour une sortie nucléaire », il faut bien admettre que c'est de ça qu'il s'agit. C'est ça qu'on va faire en fermant autant de tranches en si peu de temps. Oui, d'accord, on comprend aussi. Une sortie progressive, équilibrée. Voilà. Et donc, on commence par supprimer Fessenheim, qu'on démantèle, et ensuite D'abord, on supprime pas Fessenheim, on ferme la plus vieille centrale nucléaire française, ce qui est un débat qui a été mené depuis plusieurs années. Et ensuite, on a un peu l'impression que c'est 2025, ça paraît loin, en tout cas. Non, c'est tout près. C'est tout près. Non, c'est près techniquement, mais ça peut paraître loin. En fait, on n'est pas si loin l'une de l'autre. Quand Chantal Joanneau dit à long terme, on ne sait pas, à court terme, c'est compliqué, je vais être d'accord avec elle. Pourquoi? Parce que ça veut dire que si on veut pouvoir enclencher cette sortie du nucléaire et convenir qu'à chaque fois qu'une tranche nucléaire arrive en fin de vie, on n'en met pas une nouvelle en service, il faudra avoir préparé. C'est très long de démanteler une centrale. Alors, il faudra. Ça, je vais coûte cher et ça prend du temps. Il faudra. De toute façon, on va les démanteler qu'on décide de sortir ou pas. Hein. Et donc, vous avez pointé un sujet difficile sur lequel je reviendrai tout à l'heure. Mais ce que je voudrais dire, c'est qu'on n'arrivera à les fermer que si on a préparé une politique assise sur deux priorités. La première, c'est réduire les consommations énergétiques qui ne sont pas absolument indispensables, avoir une stratégie d'efficacité énergétique, et de l'autre, avoir préparé des alternatives en combinant toutes les sources d'énergie qui sont à notre disposition, renouvelables en priorité, mais pas forcément exclusivement. Des techniques modernes d'utilisation du gaz existent aussi, qui peuvent donner un coup de pouce de façon ponctuelle. Alors Chantal Joanneau a l'air un petit peu dubitative, et puis j'aimerais vous poser une question, Chantal Joanneau. Souvent il a été dit, c'est beaucoup d'emplois qui vont ainsi être perdus avec l'arrêt de ces réacteurs nucléaires. Alors on laisse parler Chantal Joanneau, et puis après on vous interroge, Dominique Voynet. Je vais d'abord revenir sur un point qui est celle des émissions de gaz à effet de serre, parce que c'est quand même le point central quand on parle d'écologie. On ne peut pas comparer le nucléaire au pétrole, puisqu'on met le pétrole dans les voitures et le nucléaire c'est pour l'électricité. Le fait est qu'en France, on a en grosso modo par habitant 20% d'émissions de gaz à effet de serre de moins que la moyenne européenne, et qu'on a baissé nos émissions. Pas suffisamment. On est très très loin des objectifs qu'il faudrait atteindre. Ça c'est clair. Mais comme tous les autres pays européens, malheureusement. La question des donc aujourd'hui, si vraiment on veut baisser nos émissions de gaz à effet de serre à l'état actuel des technologies, c'est nucléaire plus renouvelable, et c'est l'accord qu'on avait trouvé à la fin du Grenelle. En termes d'emploi, vous avez si. Le nucléaire des discussions du Grenelle. Oui, alors attendez, on a pas eu d'accord trouvé sur ce point. Oui, on a négocié sur cette base en disant qu'on maintenait le nucléaire. Tout le monde autour de la table, y compris Greenpeace, y compris Yannick Jadot, avait accepté les termes de cette négociation. Et dans le discours, au fait que vous ne vouliez pas parler du nucléaire, dans le discours final que tout le monde a salué, quand même, vous avez été assez unanime. Le président de la République avait très clairement dit: nous maintenons le nombre de sites nucléaires et on développe le renouvelable. Donc en tout cas, c'est notre position. Sur cette question, est-ce qu'on peut avoir une estimation de votre part? Alors sur les emplois, c'est vrai que tous les chiffres sont à peu près sur la table, parce que les hyper-pro-nucléaires vont vous donner des chiffres maximum, mais les très anti des chiffres minimum. Évidemment, les estimations en emploi direct et induit, c'est-à-dire les sous-traitants, c'est grosso modo 400 000 emplois. Alors 400 000 emplois. Intégrant les sous-traitants, je suis très... 400 000 emplois perdus, si on vous a bien entendu, si on arrêtait effectivement ces réacteurs nucléaires et on arrêtait le nucléaire en France. Dans le nucléaire. Perdu dans le nucléaire. Dominique Voynet. Dominique Voynet, je veux revenir au sujet évoqué tout à l'heure par Gilles Leclerc. Qui est la question effectivement de l'articulation entre la vieille génération de centrales et les alternatives énergétiques. En vérité, aucun emploi n'est menacé dans le nucléaire, tout simplement parce qu'il faudra des dizaines de milliers d'emplois, des centaines de milliers d'emplois pour opérer la déconstruction des centrales, l'aval du cycle nucléaire et le traitement des déchets, et la déconstruction, le retour à l'herbe des sites qui vont prendre des décennies. Et donc la difficulté dans laquelle on se trouve est la suivante. Moi je veux bien qu'on demande finalement aux anti-nucléaires de démontrer comment ils feraient sans le nucléaire, mais toutes les études, parce qu'il y en a beaucoup, on n'est pas dans l'irrationnel, on n'est pas dans l'idéologique, on est effectivement dans un débat d'idées et dans un débat technique qui a été approfondi, pas seulement par les anti ou par les pro-nucléaires, mais par des acteurs économiques et par des experts reconnus. Je pense par exemple à Benjamin Dessus, qui avait été chargé avec le haut-commissaire au plan et avec le haut-commissaire à l'énergie atomique d'une mission sur l'impact socio-économique du recours à l'énergie nucléaire. Je crois que
Ça va coûter fort cher d'en sortir et ça va coûter fort cher de choisir d'y rester. Si ça devait être le cas, de construire une nouvelle génération de centrales, on ne sait pas le faire non plus. Moi, j'attends de pied ferme les acteurs économiques qui pourraient dire on va lever sur les marchés les dizaines de milliards d'euros qui nous seront nécessaires, non seulement pour démanteler les centrales, mais pour construire une nouvelle génération. Alors, Dominique Donc Voynet, l'emploi, pour déconstruire, il en faudra beaucoup. Pour faire monter en puissance les énergies renouvelables, il en faudra aussi beaucoup. Je trouve totalement incohérente la politique actuelle du gouvernement, parce que non seulement on ne réduit pas le nombre de sites nucléaires, contrairement à ce qui aurait été dit dans le Grenelle, mais on met aussi en péril la fiabilité et la dynamique de certaines filières de renouvelables qui commençaient à peine à émerger. Je pense que les décisions qui ont été prises dans le domaine du photovoltaïque, par exemple, sont des décisions extrêmement difficiles. 20 000 emplois sont menacés. Non, elles étaient... ça, c'est le syndicat des énergies renouvelables. Sur le photovoltaïque, honnêtement, je les assume totalement. C'est le syndicat des énergies renouvelables qui affirme ce chiffre de 20 000 emplois menacés. Ce ne sont pas des écologistes. L'erreur, si vous me permettez, l'erreur qui a été commise sur le photovoltaïque, c'est d'avoir changé 2 fois de suite de position. Il aurait fallu être plus clair. Mais on était sur des tarifs spéculatifs. Moi, j'ai toujours le souvenir d'un exemple quand même grotesque d'un agriculteur situé à Neuilly, qui effectivement disait qu'il avait installé sur ses bâtiments agricoles des panneaux. On était vraiment d'agriculteurs à Neuilly. Non, justement, c'est pour vous dire qu'on était bien sur une filière spéculative. Ces aides au photovoltaïque parce qu'il y avait des abus que vous avez pu constater. Mais en même temps, ça a été contesté par des artisans de la filière photovoltaïque. Il y avait deux choses. Il y avait des abus et une incapacité de production sur place. On a mis des sous dans le cadre du grand emprunt, je ne sais plus comment il l'appelle, l'investissement d'avenir. On a mis des sous dans le cadre du grand emprunt pour pouvoir créer une filière de production. Mais le résultat était qu'avec ces tarifs qui était vraiment spéculatif, on était obligé d'importer des panneaux solaires. Parce que quand on raisonne écologie, il faut raisonner global. Si vous importez vos panneaux solaires, le bilan carbone n'est pas bon. Mais je voudrais... On n'avait pas investi assez. On l'a fait avec le grand emprunt, mais ça ne va pas se faire comme ça du jour... Non, mais je voudrais juste... étonnant, parce que les efforts qui avaient été déployés quand j'étais au ministère de l'Aménagement du Territoire et de l'Environnement ont été piétinés, ont été saccagés quelques années plus tard par un changement de pied qui était intolérable et inexplicable. Soyez honnête. Nous tombons d'accord sur le fait qu'on a besoin d'une continuité dans les politiques. On a besoin d'une continuité. Et c'est peut-être le seul atout du nucléaire que de bénéficier depuis 40 ans. Les écologistes sont plus habitués que moi. On va laisser Chantal Joanneau vous répondre et puis après on passera à la deuxième partie de ce débat. Chantal Joanneau. Dans l'écologie, on est adepte du slow, alors soyez slow. Quand on parle du photovoltaïque, quand on est arrivé en 2007, il y avait 50 mégawatts qui étaient installés. Voilà. Ça, aujourd'hui, on doit être à 400 mégawatts installés. Donc, ne dites pas qu'on a mis à bas la politique que vous aviez menée. Le photovoltaïque s'est très fortement développé dans notre pays. C'est pas ça, ce sont des chiffres qui sont vérifiables. Mais je voudrais juste revenir sur un point, c'est la question des emplois. Pour moi, la question des emplois, en réalité, c'est un faux débat parce qu'effectivement, il y aura peut-être moins d'emplois du nucléaire, mais il y en aura plus dans le renouvelable. Donc, grosso modo, on peut tout à fait s'y retrouver. Le problème, c'est le coût global. Et sur ce débat, aujourd'hui, attendons le rapport de la Cour des comptes qui va nous dire très précisément combien coûte le nucléaire et qui va objectiver un petit peu ce débat où aujourd'hui, moi, c'est vrai que je n'aime pas du tout ces débats où on a les super anti et les super pros. Non, soyons rationnels. À ce stade du débat, Chantal Joanneau comme Dominique Voynet, je vous propose d'entendre la réflexion d'un spécialiste des questions de changement climatique et de la crise énergétique. C'est Jean-Marc Jancovici, auteur de Changer le monde, tout un programme. Lui est ouvertement favorable au nucléaire civil. On l'écoute au micro de Caroline Gillet. Il y a actuellement 4 EPR en construction dans le monde, un en France, un en Finlande et 2 en Chine. Et les 2 en Chine seront probablement les premiers terminés. Donc l'après-nucléaire, c'est une expression qui n'a pas de sens. Il continuera à y avoir du nucléaire dans le monde. La seule question est de savoir si les Français feront partie de cette affaire ou pas. L'essentiel de ce qu'il serait souhaitable, à mon sens, de faire dans les 50 prochaines années, si on ne veut pas que le système s'effondre, c'est avant tout mettre l'accent sur les économies d'énergie. Et là, il ne faut pas se raconter d'histoire, ça veut dire monter le prix de l'énergie. Et ça veut dire que la consommation d'un certain nombre de biens et de services sera de plus en plus difficile d'accès. C'est très exactement ça qu'on appelle la sobriété. La sobriété, c'est on aura des appartements ou des maisons plus petites, où on aura des véhicules qui seront moins puissants et moins nombreux et plus chers, où on aura des objets de la vie courante qui seront plus difficiles d'accès, et donc ça veut dire qu'on en aura moins ou qu'on les fera réparer plus souvent, etc. Alors organiser le système autour de ça est la première priorité, de très loin. Après, dans l'énergie qui reste, on peut faire des renouvelables, oui,
Il ne faut pas les parer de toutes les vertus. Tout changer, dit Jean-Marc Jancovici, dans les 50 prochaines années à cause du réchauffement climatique. Le sommet de Durban se termine actuellement avec un accord, semble-t-il, très difficile à trouver. Et question de Luc Bronner du Monde. Les études scientifiques montrent qu'avec un réchauffement climatique entre 2,5 et 6 degrés prévus pour les décennies prochaines, on s'oriente vers une catastrophe avec un flot de catastrophes naturelles, d'inondations, de sécheresse. Et malgré l'ampleur et la gravité de la situation, on voit que les gouvernements peinent à s'entendre. Chantal Joanneau, pourquoi de telles difficultés à l'échelle internationale pour obtenir un accord ? Il y a deux difficultés. Il y a la première qui est que c'est une rupture profonde avec le modèle culturel et industriel dans lequel on a tous été élevés. Même si c'est un modèle industriel qui est vraiment daté, c'est une rupture profonde. Et on n'y arrivera pas tant qu'on ne remet pas en question notre modèle de croissance, en tout cas ces indicateurs. Moi, je ne crois pas à la décroissance, mais je crois profondément que le modèle de croissance fondé sur un PIB est un modèle qui est complètement révolu. Donc ça, c'est la première réalité. Les gouvernements, ils sont élus. Quoi, un regardez, modèle de croissance qui n'est pas fondé sur le PIB. En France, un gouvernement, cette idée ? il est élu pour 5 ans. Allez expliquer à vos concitoyens que demain, il va falloir passer par des augmentations du prix de l'énergie pour faire des économies d'énergie ou radicalement changer notre modèle de consommation. Je peux vous garantir que vous n'allez pas faire de gros scores électoraux. Expliquez-nous, un modèle de croissance qui n'est pas fondé sur le PIB. Il y a tous les travaux qui ont été faits par Stiglitz avec Jean-Paul Fitoussi en France, qui montrent par exemple que notre modèle aujourd'hui de PIB, si vous détruisez une forêt, si vous avez des accidents de la route, votre PIB augmente. Donc il faut intégrer dans le PIB notre capital naturel, notre patrimoine naturel, lui donner une valeur positive, ce qu'on est incapable de faire aujourd'hui. On est incapable de donner une valeur positive à la biodiversité. Et à l'inverse, il faut donner un vrai prix à toutes les formes de pollution. Les émissions de gaz de CO2 aujourd'hui ne sont pas du tout comptabilisées dans notre PIB. Donc c'est ça la difficulté. Puis la deuxième, on ne va pas se voiler la face, 2007, Copenhague, ça a été réellement la révélation de la Chine qui a fait un bras de fer avec les États-Unis parce qu'à l'époque aussi, elle était devenue le premier banquier du monde. Et on en est toujours dans cette dialectique où vous avez un bras de fer entre deux grandes puissances et une Europe vertueuse qui est le seul continent qui s'efforce de faire effectivement des progrès dans le domaine écologique, qui a du mal à faire basculer ces deux grands champions. Voynet, est-ce que vous partagez à peu près ce diagnostic et qu'est-ce qu'on fait face justement au blocage évoqué là, de la Chine et des États-Unis? Est-ce que la gestion de la crise n'est pas un profond handicap justement dans les priorités du monde aujourd'hui quand on regarde ce qui se passe? Gilles Leclerc. Je reviens une minute en arrière pour évoquer l'intervention de Jean-Marc Jancovici, pas pour le critiquer, il a bien le droit d'avoir les convictions qu'il défend, simplement pour dire qu'il y a des efforts qui ont été faits par le passé pour permettre à des antinucléaires et des pronucléaires de travailler ensemble et pour se mettre d'accord sur un diagnostic partagé de la situation. Et je crois que s'il y a un point sur lequel ils sont tous d'accord, c'est sur le fait que l'énergie la moins chère, la moins polluante, la moins dangereuse, la moins pénalisante sur le terrain social comme sur le terrain du climat, c'est celle qu'on n'a pas dépensée. Et donc on va tomber d'accord pour dire que la priorité des priorités, c'est vraiment de relancer une politique d'efficacité énergétique à la hauteur de ce qu'on affiche dans les discours. Je pense notamment pour ce qui concerne tout le travail d'isolation des logements sociaux, 10 millions de logements à isoler dans les années qui viennent pour réduire la facture des gens modestes. Ça devrait être une priorité partagée par tous les partis. Deuxième chose, les négociations de Durban. D'une certaine façon, il n'y a aucune raison que les négociations climatiques échappent finalement aux difficultés que connaissent toutes les négociations multilatérales. C'est d'abord et avant tout la preuve de la faiblesse des instruments de mesure et de régulation au niveau international. Deuxième chose, c'est bien commode en Europe de dire les méchants, c'est les États-Unis, c'est la Chine, c'est l'Inde, c'est tous ceux qui ne veulent rien faire. En vérité, tant que le développement des uns des autres sera fondé sur le mime du développement qu'on a connu dans le continent européen au 19e et au 20e siècle, on n'y arrivera pas. On va devoir changer de modèle de développement. Je suis comme Chantal Joanneau, je ne crois pas beaucoup à la décroissance, ou plutôt je crois à une décroissance sélective. Certaines folies vont devoir s'interrompre pendant que monteront en puissance des politiques qui permettront de réduire les inégalités et de répondre aux besoins de la population. Nouvelle question de Luc Bronner du Monde. Est-ce que paradoxalement, la récession qui s'annonce en 2012 n'est pas une bonne nouvelle d'un point de vue écologique avec une réduction de la demande énergétique? Alors pas vraiment, parce qu'on a vu comment l'Allemagne, effectivement, au moment de la chute du mur de Berlin, l'Allemagne était le bon élève de la classe européenne parce que la fermeture de tous les combinats d'Allemagne de l'Est permettait effectivement de respecter les engagements qui avaient été pris en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre. C'est pas ce qu'on souhaite. Mais ce qu'on souhaite, c'est effectivement voir monter en puissance la fabrication des événements responsables et intelligents dans les maisons, dans l'industrie, dans les transports publics, etc., etc.
au détriment effectivement de fabrications qui sont moins justifiées sur le plan écologique. Dans l'éclairage public de nos villes, c'est le travail que je fais à Montreuil par exemple, l'espérance d'économie, c'est 40% de dépenses en moins, simplement en modifiant notre éclairage public. On voit donc qu'on peut faire des choses. La taxe carbone, Chantal Joanneau, cette taxe carbone que l'UMP, si je ne me trompe pas, avait annoncée, puis finalement elle a été abandonnée. Pour vous, le fait de l'abandonner, c'est une erreur ou pas? Ah oui, bon, je ne veux pas revenir sur ce que j'ai dit. Hein, ça, je me suis suffisamment fait taper sur les doigts. Donc, mais je peux le répéter, c'est une erreur. C'était alors une contribution carbone. On avait en réalité d'ailleurs que mis la première pierre de cette contribution, mais on l'a abandonnée parce que le Parti socialiste l'a attaqué devant le Conseil constitutionnel, qui nous a obligés à essayer de créer un autre système qu'on n'a pas réussi à mettre en place parce que l'Europe nous a bloqués. C'était qu'une première étape. Elle était certes probablement encore très insuffisante, mais c'était une première étape et une rupture même dans l'idée. C'est-à-dire, l'idée, c'était de se dire, il faut qu'on fasse basculer la fiscalité qui pèse sur le travail vers une fiscalité qui pèse sur la pollution. Même de manière très progressive, même de manière très mesurée, mais déjà dans les esprits créer ça. Et tous ceux qui m'ont dit, mais attends, ça va plomber la croissance. La Suède l'a fait en 91. La Suède, aujourd'hui, c'est la référence en Europe en termes de croissance, en termes d'emploi. Donc, vraiment, je regrette profondément que sur ce point-là, il n'y ait pas eu une véritable convergence des partis, alors qu'on l'avait eu dans le cadre du Grenelle. Sur ce point de Dominique Voynet. Oui, parce que ça m'amuse et ça me touche en même temps. Parce que quelques années avant, moi, j'avais tenté quelques années auparavant, donc de mettre en place une taxe carbone-énergie, et c'est l'UMP qui avait saisi le Conseil constitutionnel et qui avait obtenu l'abandon. Voilà, donc on essaie effectivement. L'idée c'est quoi? C'est que ce soit plus cher de faire des choses stupides du point de vue environnemental que de se comporter bien. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Celui qui veut avoir recours à une énergie verte devrait payer plus cher. C'est pas normal. Ce sont des lobbies industriels qui empêchent l'évolution. Bien sûr, il y a une façon de comptabiliser finalement l'efficacité économique des différentes filières qui ne colle pas avec ce qui a été décrit tout à l'heure, à savoir déconnecter effectivement le bien-être humain et la photographie de la dynamique économique. Au-delà de ces blocages, à toutes les deux, la même question. Comment on fait pour finalement changer tous ces comportements? Parce que là, on voit il y a des blocages qui sont peut-être financiers, peut-être politiques, mais il y a aussi comme les personnes. Comment donc on fait pour changer un petit peu l'attitude de tout le monde par rapport à ces questions? Est-ce que vous avez trouvé on procède quoi? Par la réglementation? Par des aides fiscales? Il y a un blocage qui est culturel et quasi philosophique. Je vous dis, on est toujours dans le carcan d'un modèle industriel hérité du siècle précédent. C'est le changement, l'intégration de ce nouveau critère dans le cadre du PIB ou à côté du PIB. Ça, il faut s'y mettre. La Nouvelle-Zélande s'y est mis, il faut s'y mettre. C'est bien évidemment dans le modèle démocratique. Moi, je crois beaucoup à la méthode Grenelle parce qu'on a vu que ça a mené à des choses très raisonnables. Mais c'est un modèle démocratique où aussi les décisions que l'on prend doivent être soutenables. Et moi, j'ai toujours cette idée que le Sénat ou une autre institution, j'avais proposé que ce soit le Conseil d'État, puisse garantir la soutenabilité des décisions que l'on prend. Qu'il y ait une assemblée garante du long terme dans notre pays. Parce que la politique, elle se joue à court terme. On est tous pareils. On ne va pas aller faire des promesses de jours un petit peu difficiles pour des jours meilleurs futurs. On est tous pareils. Il faut qu'il y ait une assemblée un peu garante de ce long terme. À vous écouter toutes les deux, on a le sentiment, mais vous ne serez probablement pas d'accord, Dominique Voynet, que vous n'êtes pas si éloigné que cela sur ces positions quand même. Alors d'abord, les ministres de l'Environnement ou de l'Écologie souffrent toujours. Et ont toujours besoin de justifier de leurs propositions face à des ministères dépensiers ou qui souhaitent simplement défendre la permanence et la pérennité des politiques du passé. Et c'est vrai à droite comme à gauche. Simplement, moi je ne crois pas du tout à l'idée effectivement qu'une assemblée serait plus sage peut-être et pourrait mieux garantir les décisions du long terme. On voit que le Conseil constitutionnel, par exemple, qui est censé se hisser au-dessus de la mêlée et garantir l'intérêt général, n'échappe pas lui aussi aux pressions et à la tentation du court terme. Je crois simplement qu'il y a des partis qui ont qui ont inscrit leur travail dans le long terme, et puis d'autres qui ont le nez sur la prochaine échéance électorale. C'est compliqué de marier ces deux approches. Dernière partie de ce débat. Comment expliquez-vous le fait que le Grenelle de l'environnement, qui avait été porté par Nicolas Sarkozy, par Chantal Joanneau également, est aujourd'hui assez vivement critiqué et visiblement est considéré comme ayant eu un bilan assez médiocre? Qu'est-ce qui a manqué?
de la détermination et la continuité pour mettre en œuvre vraiment les mesures qui avaient été promises, mais peut-être aussi la prise de conscience du fait qu'il ne suffisait pas de se mettre d'accord sur un arsenal de bonnes mesures et qu'il fallait assumer tranquillement, assez crânement finalement, l'idée que ce qui était en cause, c'était le modèle de développement. On est confronté à un vrai choix de civilisation. On n'est pas en train de dire simplement, vous savez, selon que le gouvernement est plus ou moins bon et qu'il cède plus ou moins aux pressions des habitants, l'énergie sera plus ou moins chère. On sait que l'énergie sera plus chère demain, qu'elle sera plus rare et plus chère. Et donc, on a le choix aussi d'anticiper, de préparer les décisions et les choix de demain pour permettre à des habitants qui sont écrasés par le poids de la crise de moins subir effectivement le choc du renchérissement de l'énergie. Alors, il nous reste 10 petites minutes dans ce débat. C'est l'heure des questions d'actualité. La règle de ces questions d'actualité, ce sont des questions brèves et si possible des réponses tout aussi brèves. Et première question de Gilles Leclerc. Dominique Voynet, mais Chantal Joanneau pourra aussi récupérer un peu de temps de parole. Vous êtes maire de Montreuil, vous l'avez rappelé depuis 2008. Or, vous venez de demander un audit sur le comité des œuvres sociales de la mairie. Est-ce que vous avez découvert des choses qui vous choquent ? Depuis mon arrivée à la mairie, sociale gérée par la CGT, il faut le préciser. Depuis mon arrivée à la mairie, je fais procéder à des audits sur tous les satellites et associations qui bénéficient de subventions municipales. C'est la règle, c'est la loi. On doit joindre les comptes de ces associations au compte administratif de la ville, et je le fais avec scrupule parce que je gère de l'argent qui n'est pas le mien, qui est celui des habitants. Que j'y ai trouvé des anomalies, c'est une évidence. J'avais promis de rendre cet audit public, je l'ai fait. Les réactions vives que ça suscite me montrent que je ne me suis pas trompée, qu'il y a donc une réforme de fonds à engager. Une réforme, ça veut dire que vous allez peut-être même invoquer la justice pour résoudre ces questions, peut-être ? J'ai transmis, comme il est de règle, cet audit à la Chambre régionale des comptes et c'est elle qui jugera effectivement des suites à donner à ce rapport. Alors, sur un tout autre sujet, Chantal Joanneau, Pierre Charon. J'en étais sûre. Ah, Bon, je vois pardon, que ça pas vous grave. fait sourire. Oh, bah, il vaut mieux en Sénateur, rire, donc ouais. dissident du UMP. Ouais, merci. Ah, Dominique Voynet, déjà compatible avant même votre réponse. Donc oui, Pierre il y a de la Charon solidarité a féminine, été vous savez. réintégré au sein de l'UMP sans s'être excusé auprès de vous, alors qu'il avait eu des remarques fort désagréables à votre rencontre. Qu'est-ce que vous n'avez pas envie de claquer la porte de l'UMP quand vous voyez ça? Non, on est forcément amer parce que honnêtement, je trouve que c'est pas exemplaire vis-à-vis de nos concitoyens qui nous regardent et à qui on explique qu'il faut être loyal, fidèle, clair. Enfin bon, mais surtout, je trouve qu'il y a toujours deux poids deux mesures. Je veux dire, si moi, j'avais mis en cause ou son physique ou son apport intellectuel au parti, je pense que j'en aurais eu à payer le prix pendant longtemps. C'est ce qui est arrivé à Nathalie Kosciusko-Morizet, et ça, pour moi, c'est le fond du problème, il est là. Mais après, voilà, c'est le cynisme de la politique et parfois il faut s'y faire. Vous dites que le fond du problème est là, c'est-à-dire que vous estimez qu'il y a une vraie différence dans la façon dont on regarde et dont on considère les hommes et les femmes en politique. C'est-à-dire qu'un homme peut avoir une phrase graveleuse sur une femme, ça passera toujours beaucoup mieux que si une femme a le malheur de mettre en cause un homme. Vous êtes d'accord, Dominique Voynet? Et oui, je suis d'accord. Regardez ce qui arrive à Eva Joly. Eva Joly qui ne trouve pas drôle que Patrick Besson imite l'accent allemand pour la caricaturer. Est-ce que c'est juste de considérer simplement qu'elle n'a pas d'humour, ou est-ce qu'il y a vraiment un problème de fond dans cet humour-là? Vous pensez qu'il y a un problème de fond? Moi, je pense qu'il y a un problème de fond. Lequel? Imaginons qu'un humoriste se permette d'imaginer l'accent yiddish, l'accent marseillais de tel ou tel candidat, ça passerait fort mal. Mais elle est priée d'avoir de l'humour pour deux, pour les hommes et pour les femmes. Luc Bronner. Et Eva Joly, justement, si on en croit les sondages, elle plafonne à un niveau assez faible, à peine meilleur que le résultat que vous avez obtenu en 2007, puisque vous avez eu péniblement 1,5%. Est-ce bien utile d'avoir un parti écologique dans une campagne présidentielle? Oui, c'est utile d'avoir un parti écologique, d'une part parce que si les écologistes n'avaient pas de candidat, je ne doute pas que d'autres se dépêcheraient d'occuper ce créneau au profit de tel ou tel candidat de deuxième tour. Et deuxièmement, parce que les idées que nous avancerons dans cette campagne n'auraient été portées par personne. Est-ce que vous imaginez sérieusement qu'il y aurait eu un débat sur l'énergie nucléaire dans ce pays si Eva Joly n'avait pas annoncé sa candidature et si nous n'avions pas engagé... C'est pas Fukushima qui a fait que cette question se soit posée quand même? Je crois pas, soyons sérieux. Est-ce que le débat a commencé au lendemain de l'accident de Fukushima ou au lendemain de la signature d'un accord entre les Verts et le Parti Socialiste pour réduire le nombre de centrales nucléaires dans notre pays?
Et est-ce que c'est pas l'accord PS-Vert qui a fait aussi qu'on parle de cette question aujourd'hui? Peut-être, mais c'est vrai que la question de l'utilité d'une candidature au présidentiel s'est toujours posée pour nous. Ça n'est pas une élection facile. C'est plus facile, effectivement, de se porter candidat dans des élections au scrutin de liste, aux européennes ou aux régionales. Les présidentielles, c'est dur, je suis bien placée pour le savoir, et donc je ne serai pas de ceux qui affaibliraient Eva Joly dans cette affaire. Et Chantal Joanneau, dans votre camp, qui va porter un peu ces valeurs, environnement, écologie? Nicolas Sarkozy en avait quand même parlé en 2007. Est-ce que dans cette campagne, on va en parler à gauche, le PS, les Verts, est-ce que du côté de l'UMP, on va parler de ces questions? Est-ce que vous le souhaitez? Est-ce que vous entendez-vous l'incarner? Au-delà de vous-même, par exemple? Je le souhaite très, très vivement. Enfin, le président, on aime bien dire qu'il a renoncé, mais il avance quand même et il fait quand même. Hein. Il en parle moins. Et mais il y a des personnes, au-delà de ma petite personne, il y a des personnes comme Nathalie Kosciusko-Morizet qui portent ces problématiques. C'est vrai qu'après, il y a deux choix. Soit on crée un petit parti, enfin un parti à côté. Nous on essaye de porter ces questions-là au sein de l'UMP. C'est pas simple, ça, on est tout à fait d'accord. Les grands partis ont culturellement toujours eu du mal à intégrer ces questions. C'est pas simple, mais ça avance. Mais Chantal, moi, je pense que mon parti est un grand parti, même s'il est petit en nombre, il est porteur de grandes idées. Chantal Joanneau avait dit petit parti, vous répondez grand parti. Mais surtout, je pense que Chantal Joanneau n'a pas tâche facile, parce que quand même, elle n'a pas dû sourire en voyant le président de la République devant les agriculteurs au salon de l'agriculteur dire l'environnement, ça commence à bien faire. Ça doit pas être drôle. Donc je compatis mais dans la même fois. phrase, il dit qu'il n'y aura pas de moratoire sur le Grenelle de l'environnement. Oui, mais il a dit précisément, effectivement, l'environnement, ça suffit. C'est exactement ce qu'il a continué sur, il n'y aura pas de moratoire sur le Grenelle. Est-ce que vous n'avez pas quand même le sentiment, Chantal Joanneau, qu'après les Grenelles de l'environnement, tout d'un coup on s'intéressait beaucoup au sein de l'UMP à l'environnement et que depuis quelques mois, ça semble être très très loin l'environnement? Non mais attendez, au Parti Socialiste, à part l'accord vert sur le nucléaire, de quoi on parle en termes d'écologie? Mais là, on parle de l'UMP. Non, mais attends, mais Dominique, là, je vous êtes posais dans la votre question rôle. sur l'UMP. Mais de quoi on parle? De rien. La réalité, c'est que dans notre société... 80 pages. Oui, ben justement, j'ai retrouvé que des trucs qui existent déjà. Mais dans notre société, le vrai sujet, c'est que vous regardez la publicité. Est-ce qu'on vous reparle d'écologie dans la publicité? Vous regardez ce qui fait un tabac? Bruckner, tous ces débats d'anti-écologie. Le vrai problème, il est que la société, globalement, a reculé parce que la crise écrase beaucoup ces sujets. Et pour nous, la crise, mais c'est un mauvais cadeau. Parce que ceux qui nous disent, comme vous, que c'est formidable parce que finalement, on respecte des engagements écologiques. Mais non, il ne faut surtout pas qu'on croie que l'écologie, c'est bien quand il y a une crise. Alors d'abord, moi, je n'ai pas connaissance que Bruckner ait fait un tabac en librairie. Oui, deuxièmement, on en a beaucoup parlé. On en a beaucoup parlé, mais il s'est fait descendre et décortiquer en règle. Et ensuite, moi, je pense au contraire que la crise peut être l'occasion de montrer qu'il faut être raisonnable, qu'il faut revenir à une autre façon de consommer, plus responsable. On entend malheureusement, et je l'entends quand même pas mal. On entend malheureusement aussi toutes les deux, ah bah vous voyez, c'est grâce à la crise qu'on respecte les engagements. Ça, c'est juste insupportable comme discours. C'est vrai que c'est insupportable. Parce que la réalité, c'est qu'effectivement, ça suppose d'avoir une autre vision économique, un autre modèle. Une question rapide de Luc Bronner. Dominique Voynet, vous êtes élu de banlieue, maire de Montreuil. Et même de ce point de vue d'observation, comment se traduit la crise sur le terrain? Est-ce que vous êtes inquiète notamment sur la situation des quartiers populaires? Alors la crise, on l'annonçait il y a 2 ans. Mais c'est cette année qu'on a vu vraiment les conséquences les plus triviales et les plus concrètes. Une explosion des demandes d'aide d'urgence au Centre communal d'action sociale, par exemple, pour lequel on va passer d'un budget d'1 million d'euros l'année dernière à 1 800 000 euros cette année, tout simplement parce que les demandes sont plus importantes. Une augmentation des impayés de loyer, une augmentation des factures de cantine qui ne sont pas réglées aussi. Et on sent des gens fatigués, épuisés, inquiets. Les solidarités familiales se sont épuisées, les recours aux heures supplémentaires se sont réduits. De plus en plus de gens doivent accepter des temps partiels mal payés. Il y a aussi beaucoup de profiteurs de la crise, des propriétaires qui menacent effectivement de chasser des locataires qui sont à bout, ou encore des chefs d'entreprise qui ne règlent pas les heures supplémentaires en disant si t'es pas content, prends la porte. Donc oui, je la vois vraiment, la crise, en ce moment en Seine-Saint-Denis. Eh bien voilà, ce sera le mot de la fin. Merci à toutes les deux d'être venues à ce débat de la présidentielle. Et dans une semaine, eh bien rendez-vous pour un nouveau débat.